Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série consacrée à la Grèce antique et nous allons parler de la cité d'Athènes, des arts dans la Grèce antique, des différentes conquêtes, mais également des Jeux olympiques. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. La cité d'Athènes. Fondée vers 800 avant Jésus-Christ, Athènes est devenue en quelques siècles une cité puissante. Elle atteint son âge d'or au 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la Grèce n'est pas un pays unifié. Elle compte une centaine de cités indépendantes les unes des autres qui se font souvent la guerre. Je vous propose une petite carte d'identité de la ville d'Athènes. La déesse protectrice de la ville est Athéna. L'emblème de la ville est la chouette. La monnaie est le drachme, elle est en argent. Les institutions dans la ville d'Athènes. Il y a l'Ecclésia, qui est l'assemblée du peuple. Elle regroupait les citoyens et décidait de tout. Elle se rassemblait à l'Agora, la place publique, au centre de la cité. Il y a également la Boulée, c'est le Sénat. Ses membres étudiaient les projets de loi votés par l'Assemblée du peuple. Ils contrôlaient l'administration de la cité. Et enfin, l'Héliée, qui est le tribunal populaire. Ces juges rendaient la justice. Athènes, une puissance maritime. Athènes est la capitale d'une région qui s'appelle l'Attique. Elle règne sur plus d'une centaine de petits villages et 300 000 habitants. Pour assurer sa défense, la cité dispose d'un port fortifié, appelé le Pirée, et de nombreux bateaux de guerre à rames et à voile, que l'on nomme les trières. Thésée, le fils du roi Égée, apparaît dans de nombreuses légendes de la mythologie grecque. Il est par exemple le vainqueur du Minotaure. Pour les Grecs anciens, Thésée aurait fondé la cité d'Athènes en réunissant plusieurs villages. La démocratie, une nouvelle façon de gouverner. Athènes est la première démocratie de l'histoire. Le mot démocratie vient de deux mots grecs, démos qui veut dire peuple, et kratos qui signifie pouvoir. Dans une démocratie, le pouvoir est exercé par le peuple au profit de l'ensemble du peuple. Périclès, cet homme politique a dirigé Athènes pendant 30 ans. Il a défendu et étendu la démocratie. Périclès a aussi favorisé les arts et les lettres. Il fréquentait les plus brillants intellectuels de son époque, par exemple l'historien Hérodote, le philosophe Socrate ou encore Sophocle, un auteur de pièces de théâtre. Il a également embelli Athènes en construisant l'acropole. Une société inégale. Athènes n'est pas une vraie démocratie car tous ses habitants n'ont pas les mêmes droits. La population est divisée en 3 classes. Il y a les citoyens, les métèques et les esclaves. Les citoyens hommes peuvent participer au gouvernement et posséder des terres. En échange, ils payent des impôts et servent dans l'armée. Les métèques sont des étrangers libres. Ils travaillent comme artisans ou commerçants. Ils payent des impôts, mais ils ne peuvent pas participer à la vie politique ni acheter de terres. Les esclaves ne sont pas considérés comme des hommes. Ils travaillent dans les champs, les mines et les carrières comme domestiques. Une vie intellectuelle brillante. De grands savants vivent à Athènes. Les philosophes comme Platon ou Aristote réfléchissent sur la vérité, le bonheur ou la justice. Des érudits cherchent à comprendre comment fonctionnent les animaux, les plantes, le soleil ou encore le corps humain. Aristophane ou Euripide écrivent les premières pièces de théâtre. Sparte, une redoutable rivale. Sparte est l'autre grande cité de la Grèce antique. Ses habitants, les Spartiates, étaient des guerriers très entraînés. Les jeunes garçons quittaient leur famille à l'âge de 7 ans pour apprendre à combattre. La guerre du Péloponnèse. En 431 avant Jésus-Christ, Athènes est devenue très puissante. Elle gêne le commerce des autres cités grecques, telles que Corinthe et Mégare, alliées de Sparte. La guerre entre les deux cités rivales éclate. On se bat aussi bien sur les mers que sur la terre. Après une trentaine d'années de lutte, Athènes et Sparte, très affaiblies par les combats, finissent par faire la paix. Le guerrier grec. Les troupes grecques comptaient essentiellement des fantassins, appelés hoplites. Ils se battaient à terre et en formation serrée. Ils portaient un bouclier en bronze, cuir et bois, ainsi qu'un casque décoré d'un cimier, une cotte, une épée, une lance et des jambières de protection. Je vous propose maintenant de parler des arts dans la Grèce antique. Les Grecs anciens ont laissé beaucoup de temples, de statues et de poteries peintes, mais ils ont également inventé le théâtre. L'architecture. Les architectes grecs ne construisaient pas de bâtiments aussi gigantesques que les pyramides égyptiennes. Pour eux, les temples devaient rester à taille humaine et bien proportionnés. Il y a quand même eu quelques exceptions, par exemple le temple d'Artémis à Éphèse qui était immense. Voyons en détail les 3 styles grecs.
Le style des temples grecs a évolué selon les époques. Il y a eu tout d'abord le style dorique, avec des colonnes cannelées, sans base et surmontées d'un chapiteau rectangulaire et non décoré. Puis, il y a eu le style ionique, dans lequel la colonne décorée de cannelures est posée sur une base et surmontée d'un chapiteau à volute. Et enfin, le style corinthien, avec une colonne lisse ou cannelée et un chapiteau décoré de feuilles. La sculpture. Les sculpteurs grecs travaillaient la pierre, le marbre et le bronze. Ils aimaient représenter les athlètes et mettre en valeur les corps, l'expression des visages et le mouvement. Ils décoraient les temples de bas-reliefs, de frises et de nombreuses statues représentant les dieux. La Vénus de Milo. Cette statue se trouve au Louvre. Elle a été découverte en 1820 sur l'île de Milo, en Grèce. Elle représente sans doute une divinité, Aphrodite, déesse de l'amour, ou bien Amphitrite, une déesse de la mer. Malheureusement, ses bras n'ont jamais été retrouvés et elle a perdu le bracelet et les boucles d'oreilles en métal qu'elle portait. Le théâtre. Les Grecs ont écrit les premières pièces de théâtre de l'histoire, les tragédies et les comédies. Les premières se terminent toujours par la mort d'un ou plusieurs personnages. Les secondes sont destinées à faire rire. Les spectacles se déroulaient en plein air à l'occasion de cérémonies religieuses. Seuls les hommes avaient le droit de jouer. Ils portaient des costumes et des masques peints correspondant à leurs personnages. À chaque représentation, des musiciens et des chanteurs accompagnaient les acteurs. La céramique. Les archéologues ont retrouvé beaucoup de poteries peintes, des vases, des assiettes, mais également des amphores. Selon les époques, les peintres les ont décorés de motifs différents, géométriques, avec des figures humaines ou animales, des végétaux ou bien des scènes mythologiques. Voyons maintenant les monuments en Grèce antique. Il y a tout d'abord les temples et acropoles. Les acropoles sont des citadelles bâties sur des collines. Entourées de remparts, elles ont d'abord servi de refuge aux populations en cas d'attaque, puis de centres religieux. Des temples et des autels pour les sacrifices y ont été construits. Les temples étaient de forme rectangulaire ou ronde et entourés d'une galerie soutenue par des colonnes, appelée le péristyle. Il y a par exemple l'acropole d'Athènes. Elle réunit les monuments les plus célèbres de la Grèce antique. À l'intérieur, on peut encore visiter le Parthénon. Ce vaste temple en marbre abritait autrefois une grande statue en ivoire, or et bois d'Athéna, la déesse protectrice d'Athènes. En numéro 2, on trouve les théâtres et les odéons. Les Grecs construisaient les théâtres près des collines. En effet, ce relief permettait d'élever plus facilement les gradins. Au centre du théâtre se trouvait l'arène, appelée orchestre. Des musiciens et des chanteurs, formant un chœur, y interprétaient des chants et des danses. Au fond, les acteurs jouaient sur une scène surélevée devant un mur recouvert d'un décor peint. Il existe des théâtres plus petits, appelés odéons. Dans cette catégorie, on trouve le théâtre d'Épidore. C'est le mieux conservé de toute la Grèce. Son acoustique est si bonne que l'on entend parfaitement les acteurs depuis les plus hauts gradins. Il pouvait accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. Et enfin, on trouve les gymnases et palestres. Pour faire du sport, les Grecs se rendaient à la palestre de leur cité. Il s'agit d'une pièce fermée dans laquelle on peut s'entraîner à la lutte. La palestre faisait partie d'un gymnase, un ensemble d'équipements sportifs comprenant des pistes de course à pied, des piscines, mais également des salles de massage. Parmi les monuments les plus connus de la Grèce antique, on trouve donc le sanctuaire de Delphes, le sanctuaire d'Olympie, le Parthénon d'Athènes, le théâtre d'Éphèse ou encore le théâtre d'Épidore. Les archéologues connaissent l'architecture des Grecs anciens grâce aux ruines des monuments retrouvés dans les anciennes cités. Alexandre le Grand a la conquête d'un empire. Alexandre est le fils du roi de Macédoine, Philippe II. En 10 ans, il a bâti l'empire le plus étendu de l'Antiquité. Je vous propose maintenant de parler des conquêtes de l'Europe à l'Asie durant l'Antiquité grecque. Le royaume de Macédoine. La Macédoine est un petit royaume situé au nord de la Grèce. En 356 avant Jésus-Christ, Philippe II, le père d'Alexandre, s'en proclame le roi. Il renforce les frontières, réorganise son armée, puis se lance à la conquête des cités grecques. En 338 avant Jésus-Christ, il bat Athènes. Presque toute la Grèce est unifiée sous son autorité. L'enfance d'un futur empereur. Alexandre naît en 356 avant Jésus-Christ. De 13 à 16 ans, il reçoit une éducation soignée. Son professeur n'est autre que le grand philosophe Aristote. Dès qu'il en a l'âge, son père l'entraîne au maniement des armes et l'emmène sur le champ de bataille. À 18 ans, Alexandre commande la cavalerie. Aristote est l'un des philosophes les plus importants de la Grèce. Il a beaucoup réfléchi et écrit sur la nature, l'origine de l'univers et les dieux.
À Athènes, il a fondé le lycée, une école où les élèves écoutaient ses leçons à l'extérieur en se promenant. Les Perses, un ennemi puissant. La Perse correspond à l'Iran actuel. Vers 520 avant Jésus-Christ, l'Empire perse est à son apogée. Il s'étend des frontières de l'Inde à l'Égypte, l'Asie mineure et une petite partie de l'Europe. Son roi Darius Ier a accumulé d'énormes richesses grâce aux impôts prélevés sur les peuples conquis. Il dirige son empire avec l'aide de gouverneurs locaux, appelés les satrapes, à la conquête du monde. Philippe II voulait libérer les cités grecques d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, occupée par les Perses depuis des dizaines d'années. Il voulait aussi se venger de la destruction de l'acropole d'Athènes par les Perses en 480 avant Jésus-Christ. Mais il est assassiné avant de mener à bien son projet. Après la mort de son père, Alexandre décide d'accomplir son vœu. En moins d'une dizaine d'années, il parcourt 10 000 km et conquiert un immense territoire. Une armée efficace. Alexandre a pu conquérir une partie du monde grâce à son armée. Elle était composée de 30 000 fantassins et 4 500 cavaliers très entraînés. Les soldats provenaient de différentes régions de la Grèce et des pays conquis. Alexandre était un commandant intelligent, attentif au ravitaillement de ses soldats et capable d'imaginer des plans de bataille astucieux. Une surprise de taille. En 326 avant Jésus-Christ, Alexandre se heurte aux éléphants de combat du roi Poros. Malgré l'effet de surprise, ses troupes remportent la bataille. Le mariage des peuples. Alexandre rêvait de rassembler les Grecs et les Perses en un seul peuple. Dès la conquête achevée, il s'installe à Babylone. Il adopte les coutumes perses, respecte la religion des peuples conquis et engage à son service des conseillers perses. En 324 avant Jésus-Christ, il organise à Suse de grandes noces pour marier 10 000 de ses officiers à des jeunes filles perses. Lui-même épouse une fille du roi perse. La fin de l'Empire. Alexandre meurt en 323 de la malaria à Babylone. Après sa mort, ses généraux se partagent son empire. Ptolémée règne en Égypte, Séleucos en Asie mineure et Antigonos en Grèce et en Macédoine. Finalement, les 3 royaumes seront conquis par les Romains. Babylone, nouvelle capitale de l'empire d'Alexandre. Après la conquête de la Perse, Alexandre ne vit plus à Péla, la ville macédonienne où il a grandi. Il s'installe à Babylone, l'ancienne capitale de l'empire perse. Il y fait de grands travaux. Il creuse des canaux d'irrigation, aménage des ports et construit des navires. Babylone est célèbre pour avoir abrité des jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde. En route pour la victoire. Je vous propose maintenant de parler des Jeux Olympiques. Patros, un jeune citoyen de Delphes, se rend à Olympie pour participer à ses premiers Jeux Olympiques. Il espère remporter les épreuves du pentathlon. Voyons maintenant comment se passaient les Jeux Olympiques durant la Grèce antique. Réservés aux citoyens grecs, les Jeux Olympiques duraient de 5 à 7 jours. Des athlètes originaires de toutes les cités grecques y participaient. Une origine légendaire. Selon la mythologie, les Jeux Olympiques auraient été créés par Zeus ou Héraclès. Pour les historiens, ce type d'épreuve sportive aurait existé à Olympie dès 1500 avant Jésus-Christ, mais elles ne sont devenues régulières qu'à partir de 776 avant Jésus-Christ. Les 12 travaux d'Héraclès. Fils de Zeus, Héraclès incarne le courage. Il protège les athlètes et écarte les dangers. Il a surmonté de nombreuses épreuves appelées les 12 travaux d'Héraclès. En voici quelques-unes. Tuer un lion monstrueux et un serpent d'eau à 9 têtes, ou encore capturer une biche aux cornes d'or. Des jeux contre la guerre. En 884 avant Jésus-Christ, Iphitos, un roi vivant dans le Péloponnèse, veut mettre fin à la guerre contre Sparte. Il consulte la Pythie de Delphes, une grande prêtresse, qui lui conseille de relancer les Jeux d'Olympie. Pendant la durée des Jeux, Iphitos interdit aux participants de se battre. C'est la trêve sacrée, en l'honneur de Zeus. À travers les Jeux, les Grecs célèbrent la puissance de Zeus et rendent hommage à Héra, son épouse. Les athlètes s'affrontent dans plusieurs épreuves. Le pentathlon, qui comprend le lancer de disques et de javelots, la course à pied ou encore du saut en longueur et de la lutte. Il y a aussi le pugilat, qui est l'ancêtre de la boxe, et la course de chars. Le sanctuaire d'Olympie. Olympie est un lieu sacré situé dans le Péloponnèse. Les Grecs y avaient bâti 2 temples en l'honneur de Zeus et de Héra. Celui de Zeus mesurait 64 mètres de long et abritait une des 7 merveilles du monde, la statue de Zeus. On y trouvait aussi un autel pour les sacrifices, des petits temples construits en l'honneur d'athlètes vainqueurs et le Prytanée qui abritait le feu sacré. Hippodrome, stade et gymnase.
Les équipements sportifs côtoient les temples dans l'enceinte sacrée d'Olympie. Les plus importants sont l'hippodrome, long de 770 mètres, et réservé aux courses de chars et de cavaliers. Il y a aussi le stade, équipé d'une piste de 192 mètres de long et recouvert de sable pour la course à pied. Mais également la palestre, un espace en plein air où se déroule le saut en longueur, et aussi la lutte et le pugilat. Enfin, le gymnase, un bâtiment où les athlètes dorment, se baignent et s'entraînent. Des athlètes adulés. Pour les Grecs anciens, l'éducation physique est nécessaire au développement du corps et de l'esprit. Ils admirent les efforts, le courage et l'endurance des athlètes qui doivent beaucoup s'entraîner. Les jeux s'achevaient par des banquets, des processions et des hymnes chantés par les poètes. Les vainqueurs de jeux recevaient une couronne d'olivier et leur nom était inscrit dans la pierre. La fin des Jeux antiques. Au fil du temps, les sportifs se professionnalisent et se spécialisent. Beaucoup sont payés par leur cité. L'esprit du sport se perd. Certains athlètes, par exemple, utilisent des plantes pour augmenter leur performance. Les jeux deviennent de plus en plus violents. Après la conquête de la Grèce par les Romains, l'empereur chrétien Théodose finit par interdire les jeux en 394 après Jésus-Christ. Les jeux ailleurs en Grèce. Les cités de Delphes et de Corinthe organisaient de leur côté leurs propres jeux. Ceux de Delphes, dédiés à Apollon, s'accompagnaient de concours de musique, tandis que ceux de Corinthe honoraient Poséidon, le dieu de la mer. Les Jeux olympiques modernes. En 1896, le Français Pierre de Coubertin rassemble à Athènes 295 athlètes de 13 pays. Les sportifs s'affrontent dans 8 sports différents. C'est un succès. En 1914, il fait dessiner 5 anneaux de couleurs différentes sur un drapeau blanc pour symboliser la rencontre fraternelle entre les sportifs. Ce symbole existait déjà dans la Grèce antique. 5 anneaux gravés sur une pierre ont été retrouvés à Delphes. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si cette série de 2 épisodes sur la vie durant la Grèce antique vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.